Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, la période que nous allons traverser est tout à fait propice à la sortie du livre de Béatrice Alpern-Boucris, à qui je dis avant tout bonjour Béatrice. Bonjour Monique. Je suis ravie de vous recevoir dans le cadre de cette émission pour présenter votre livre que je présente déjà à l'écran aux auditeurs. Est-ce que la caméra le prend? Oui. Ben, écoutez, je vais donner déjà le titre, Horizon perdu, aux éditions Percé. Alors, on peut toujours affirmer que ce livre s'inscrit toujours dans le cadre du devoir de mémoire, bien qu'il y ait une dimension un petit peu nouvelle, car on flirte en permanence, surtout à la fin, entre rêve et réalité, qui peuvent s'inscrire dans ce que j'appelle la présence permanente du devoir de mémoire. Alors, Béatrice, je vais vous demander déjà de vous présenter, mais je donne une date importante car elle va revenir dans tout le roman. Ce n'est pas un scoop. L'auteur est né en 56, puisque là aussi on flirte entre réalité, comme je disais tout à l'heure, et fiction, à la limite. Je précise 56 car il y a toujours plus ou moins 10, donc je devrais carrément dire 46 ou 56. 46 puis 56. Alors Béatrice, je vous donne la parole. Eh bien, écoutez, je me présente. En effet, je m'appelle Béatrice Alpern du nom de mon père et Boucris du nom de mon mari. J'ai gardé les deux noms par respect pour mon père et par amour pour mon mari. Ça, c'est le premier point. Bravo Guy Boucris. Bravo Sous. Je vis en Israël avec deux de mes filles. J'ai 7 petits-enfants. Mon fils réside encore à Paris. J'espère qu'il viendra nous rejoindre. Côté professionnel, je suis pianiste professionnelle à la retraite. Et je me suis occupée durant des années des éclaireuses israélites de France, dont j'ai été la présidente durant de nombreuses années, puis la secrétaire. Et ensuite, je me suis occupée de la mémoire des EI. Et tout a commencé de là. Voilà, le livre, en fin de compte, est la suite logique du travail que j'ai effectué aux EI. Et d'ailleurs, je dois affirmer en tant que maman d'EI que les EI sont très attachés au devoir de mémoire. Oui, tout à fait. Nous avons, durant mon mandat de présidente, nous avons refait le mur des noms au QG avenue de Ségur. Là-dessus, grâce à l'aide du mémorial, de Yad Vashem, de tous les anciens qui étaient encore vivants, qui m'ont aidé, des documents que j'ai pu récupérer chez J.P. Bader, nous avons travaillé sur la vie, en fin de compte, de ces petites mains, de ces petits résistants qui avaient pour la plupart 14, 16 ans même. 14 ans pour le plus jeune, même 10 ans pour le plus jeune avec Raphaël Hirsch, et qui ont contribué au sauvetage de plus de 500 enfants. Nous avons donc réhabilité, en fin de compte, leur parcours en mettant en ligne sur le site des EI leur vie, c'est-à-dire qui ils étaient. Nous avons fait un travail de recherche énorme pour récupérer des photos, savoir à quel groupe local ils faisaient partie, où ils étaient, où ils vivaient, quels étaient leurs parents, comment était leur parcours durant toute cette guerre et la résistance. Et ça a permis à tous les jeunes, ZEI et autres d'ailleurs, de pouvoir découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas. Parce que bon, quand on parle de résistance, quand on parle de la guerre à des enfants de 12-14 ans, c'est toujours un côté adulte, je dirais. Et là, moi, le plus beau souvenir que j'ai eu, c'est que quand j'ai présenté ce travail lors d'un camp de... Je déteste le mot camp, mais c'est malheureusement comme ça qu'on dit, le camp de formation des EI, j'avais affaire à des jeunes animateurs de 16, 17, 18 ans
Et quand ils ont vu que c'était des enfants de 14 ans qui prenaient leur vélo pour aller apporter de la nourriture, des faux papiers, de l'argent, prévenir un groupe qu'il allait y avoir une descente des gendarmes, ils se sont dit, mon Dieu, mais ils avaient notre âge. Ils avaient notre âge et ils sont morts pour que nous, on puisse vivre. Et donc, vous pourriez me préciser à quelle date vous aviez présenté ce travail? 2016, entre 2016 et 2018. Voilà, en 2016, j'avais tout terminé. Je fais un petit coucou à des anciens EI que j'aime beaucoup, que j'ai vu grandir, qui ont été les animateurs de mes enfants. Je fais un petit coucou, entre autres, à Jackie et Karen Fredge. Ah bah oui, c'est des amis. À Olivier Jaoui, je fais un coucou à Gilles Alali, je fais un coucou aux filles Alali de Marseille, enfin, et bien sûr à mes enfants, mes 3 enfants, qui ont été dans tous les stades des EI. Alors, je les connais tous, alors. Oui, on est en terrain de connaissance. Voilà. Alors, Béatrice, dont certains chanteurs ont écrit sur la valise de carton, vous avez décidé d'ouvrir cette valise qui a été, mais vraiment, une petite bombe en descendant dans votre cave, où vous aviez enfin un jour décidé de mettre un peu d'ordre dans ce qui restait de vos parents. Il ne restait pas grand-chose. Mais vous savez, à vrai dire, quand on commence le roman, il y a cette répétition de descendre à la cave. Et je crois que les gens, certaines personnes ont perçu ce que je voulais dire et d'autres ne l'ont pas perçu. J'ai mis 15 ans à ouvrir cette mallette. Je comprends tout à fait. 15 ans. Elle est restée là. Elle n'était pas dans ma cave, mais elle était là. Et je ne l'ouvrais pas. Impossible de l'ouvrir. Je ne pouvais pas. Ouais. Je pouvais pas. D'ailleurs, peut-être que vous n'auriez pas pu supporter ce que vous avez découvert si vous aviez ouvert 15 ans avant. Peut-être que vous n'aviez pas de maturité pour l'ouvrir. Oui, à vrai dire, j'avais l'impression de, je sais pas, de rentrer dans la vie de mes parents, mais d'une manière intrusive. Oui, tout à fait. Alors, justement, Béatrice, il y a toujours ce parfum qui nous relie entre le passé, le présent, le futur. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que vous avez fait traverser un de vos enfants dans ces 3 temps, justement, qui représentent, lui, bien sûr, le futur, vous, le présent, vos parents ont représenté le passé. Et on tombe sur, si je vous dis 1945, le lac de Constance, la clinique en Suisse. Oui, tout à fait. Macara, Béatrice. Eh bien là, j'ai su que mon père avait été transporté au lac de Constance. Point à la ligne. C'est tout ce que j'ai su. Donc, il a bien fallu que je trouve une histoire à raconter sur cette clinique, cette fameuse clinique du lac de Constance. Et c'est là où se mêle la fiction. C'est là où commence à arriver ce jeu, justement, je dirais subtil, si je peux me permettre, entre la vérité et la fiction. Et j'ai imaginé, je crois que toutes les filles ont besoin que leur père soit des héros. Et le fait que je n'avais rien sur l'histoire de mon père en tant que héros, bien j'en ai fait un héros. Et sur ce lac de Constance, en effet, il se passe beaucoup de choses. Mais le fait, par exemple, qu'un déporté décrive sa chambre et décrive le fait qu'il a du mal à dormir sur un matelas, ça, ce sont des anecdotes véridiques. Oui, absolument. À vrai dire, j'ai beaucoup travaillé sur les interviews des déportés, des amis de mes parents, des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et chaque petite anecdote de leur survie ou de leur vie au quotidien, après la guerre, pendant la guerre, m'ont permis de continuer cette fiction tout en y ajoutant des faits réels. Alors, nous allons continuer de flirter comme ça. Oui. Parce que vous décidez donc de contacter un ami de votre père. Oui. En fait, tout démarre avec Freddy. Tout à fait. Qui a existé, mais il ne s'appelle pas Freddy. Oui, oui, je suppose. Au même titre que dans le livre, l'auteur s'appelle Barbara. Voilà, exactement. À vrai dire, les seuls prénoms que j'ai gardés, c'est le nom de mon père, Alexandre, et le nom du principal intervenant qui est Easy. Easy. Qui était un juif belge. D'Anvers. Voilà.
D'ailleurs, Oui, c'est d'Anvers. touchant, la page où il raconte quand il Oui, retourne oui. après la libération, mais n'allons pas trop vite. Oui. Et donc, vous rencontrez Fernand, qui d'ailleurs est très étonné que vous le contactiez déjà. Oui, parce que, à vrai dire, ce Fernand existe sans exister. C'est une histoire que l'on m'a racontée d'un juif Ouais, espagnol. Et ce Fernand a existé sous un autre prénom. Il est mort à la Libération. Voilà, ça c'est d'accord. une histoire que mon père m'a racontée. Il avait une grenade dans la main et elle a explosé et il est mort. Et j'avais voulu également lui rendre un hommage, c'est-à-dire refaire un peu sa vie que je ne connaissais pas, en le plaçant comme un personnage principal. Puisque si on continue l'histoire, on se retrouve en Espagne. Il me fallait donc Tout à un fait. espagnol. Absolument, absolument. Alors, et Freddy? Freddy a été énormément perturbé par sa déportation. Il a eu du mal à s'en sortir et il n'a jamais rien fait de sa vie. Mais il a existé. Oui, oui, Sous oui. un autre prénom, mais il a existé. Le personnage a existé. Tout à fait. Tout à fait. À vrai dire, les personnages des déportés dont j'ai revisité l'histoire ont existé. D'accord. Alors, là, le boomerang vous revient en plein visage, car Fernand et Freddy vous sollicitent après avoir découvert des photos, mais on ne va pas tout dévoiler, Oui. vous sollicitent pour rencontrer justement Izzy. Oui. Izzy, qui aurait été amoureux de votre mère. Bah, la façon dont il en parlait, oui, j'avais l'impression qu'il était amoureux. En tout cas, il avait flashé pour elle. Voilà. Hein, on dira ça comme ça, parce qu'on va laisser quand même un vocabulaire moderniste. D'accord? Mais votre question et votre questionnement dans une grande partie du roman, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes plus revus? Macara, que s'est-il passé? Pourquoi cette amitié rompue et sans dévoiler Et on se retrouve face à un dilemme. Face à un dilemme. Il y a le dilemme, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, parce qu'en fin de compte, Fernand se retrouve lui-même emprisonné par une jeune fille. Et ce que mon père, ce héros, va commettre, va définitivement casser cette amitié de camp. Pour la bonne raison, c'est que les déportés ne sont pas des assassins. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Ils n'ont jamais voulu se venger physiquement. On ne connaît pas vraiment d'histoire de déportés qui ont pris un fusil, une arme, n'importe quoi, un couteau, un bout de ferraille pour déchiqueter un corps. Ils en auraient eu le droit. Non. Ils les ont fait arrêter, ils les ont fait pendre pour la plupart dans les camps tout de suite à la libération, mais ce n'est même pas eux qui ont fait ça, ce sont les Alliés qui ont libéré les camps. Et ça m'a toujours surpris. Et c'est horrible ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je pense, ça n'engage que moi. Une fois, mon père m'a raconté une marche, pas une marche de la mort, hein. Il l'a faite la marche de la mort, mais une marche pour aller travailler. Et il me disait, on avait toujours 2 bérets, un sur la tête, enfin un petit chapeau là, un sur la tête et un dans la poche ou un dans la main. Pourquoi? Parce que les nazis, quand ils nous frappaient, ils nous faisaient tomber le béret. Et si on n'en avait pas un tout de suite sur la tête, ils nous achevaient. Et Izzy, qui a vraiment existé, quand je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de se voir avant, en 99, je crois, en 2000, il m'avait raconté, j'ai vécu, il était très grand, Izzy, il mesurait 1m95 presque, il me dit, j'ai vécu pendant 3 ans la tête baissée, le dos courbé. Et je crois qu'en fin de compte, quand des gens à qui on a tout volé, au niveau de leur humanité, ont appris à vivre le dos courbé, la tête baissée, ils ont du mal à récupérer leur vie tout de suite. Et donc, ils ont du mal à vouloir se venger tout simplement par réflexe, parce qu'on les a cassés. Et très souvent, de nombreux déportés racontaient que
ils avaient du mal à retrouver leur famille, ils avaient du mal à se faire entendre, mon père le premier. D'ailleurs, ils n'en ont pas parlé, d'où les groupes de parole pour les enfants de déportés. Mais les déportés eux-mêmes, partant du principe qu'on ne les croyait pas parce que l'horreur était tellement incommensurable. Oui, ce furent les derniers mots de mon père qui m'a dit très simplement, quelques heures avant de décéder, je ne peux pas te raconter l'horreur de l'horreur. 1 minute, c'est 1 minute. Il en faut 60 pour faire 1 heure. Voilà. Et c'est 60 minutes d'horreur sur des centaines de jours et de nombreuses années. Et des voilà, milliers d'heures. Et donc, c'est là, je crois que c'est le seul moment de confidence de mon père. J'ai compris qu'il n'avait pas parlé peut-être pour me protéger, mais aussi parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Oui, les mots ne pouvaient pas atteindre la force Voilà. de ce qu'ils avaient vécu en réalité. Tout à fait. Alors, on va remonter un petit peu en amont. Je vais vous poser comme question, 45 ou 46? Non, ils se sont mariés en 46. À vrai dire, ça c'est vrai. Et ma mère a vraiment fait le rapatriement des enfants de Buchenwald et était au château d'Écuy. Mais tout ça, je l'ai appris par le mémorial en regardant un film qui s'appelait Les Survivants. Vous ne l'avez pas appris par vos parents? Non, j'étais présidente des EI, j'organisais la soirée du Yom HaShoah au mémorial de la Shoah, où tous les ans, même encore à l'heure actuelle, les EI organisent la projection d'un documentaire ou d'un film. Et ensuite, il y a un débat, soit avec des témoins, maintenant il y en a de moins en moins, mais à l'époque, il y en avait encore quelques-uns, et des historiens. Et donc, cette année-là, le thème, c'était le retour. Donc, je vais au mémorial, je vais à la photothèque, à la vidéothèque, et je leur dis, bon, qu'est-ce que vous avez sur le retour? Il dit, j'ai un 13 volumes qui s'appelle Les Survivants. Et dans Les Survivants, il y a le retour. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ma mère en photo au château d'Écuy avec les enfants de Buchenwald. Je dis, mais c'est pas possible. Je fais arrêter le projectionniste. Je dis, tu arrêtes tout de suite ça et tu me prends la photo. Et j'ai mis, je sais pas, des mois pour retrouver quelqu'un qui puisse me dire où c'était, parce que je savais que c'était au château d'Écuy, mais je n'étais pas sûre, je ne connaissais pas la date, je ne sais rien. Et c'est quelques mois plus tard, grâce à tous les réseaux sociaux, que quelqu'un m'a envoyé en me disant, écoutez, je sais très bien d'où vient cette photo. Il m'a donné les noms de toutes les personnes qui faisaient partie de ces photos. Et il m'a même remercié que je puisse donner le nom de ma mère afin de compléter ces archives. C'est incroyable comme histoire, c'est magnifique. Et comme ça, en les réseaux sociaux aident énormément. Et là, je vous dis, ça date de 2014, 2013. Ma mère est décédée en 2004. Oui, en effet, oui. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, j'ai reçu dernièrement des archives d'un historien alsacien extraordinaire et qui m'a trouvé des documents sur mes grands-parents. Alors là, je suis restée abasourdie parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Dont vous n'aviez jamais eu connaissance? Non plus. Non, et c'est compliqué, vous savez, c'est pas si simple que ça, parce que d'abord, les gens ont changé de nom. Moi, ma grand-mère, elle s'appelait Dutel, elle s'est appelée Marie en France. Vous voyez, il y a plein de noms comme ça. Michel, Jacques, c'était Moshe, c'était Yitzhak, voilà. Tout à fait. En plus, par exemple, sur le mur des noms, pendant des années, il y avait 2 Isaac Alpern. Je ne savais pas lequel des 2 était mon grand-père. Et comment avez-vous fait pour retrouver Alors justement, grâce aux recherches que j'ai pu faire, j'ai pu enfin, en plus ils avaient la même année et le même mois, il y avait juste le jour qui changeait. Et j'ai réussi, grâce à cet historien alsacien, d'avoir la véritable date de mon grand-père. Voilà. J'ai envie de vous poser une question. Vos parents ne vous ont pas parlé avec ça, j'ai cru comprendre, enfin, je crois que vous l'écrivez d'ailleurs, votre père ne vous parlait pas vraiment, vous parliez beaucoup plus avec votre mère. Oui, parce que elle n'a pas connu la déportation. Oui. C'est une autre approche. Elle a vu l'arrestation de son père. Oui. C'est une autre approche. Elle est rentrée un peu dans la clandestinité grâce à des faux papiers que j'ai retrouvés. Ah, vous avez retrouvé les faux papiers? Ah oui, j'ai retrouvé deux cartes d'identité à elle, 2 fausses cartes d'identité, et j'ai retrouvé des papiers comme quoi elle était infirmière.
Et elle m'a raconté 2-3 petites anecdotes, comme quoi elle transportait dans sa valise d'infirmière quelques documents dans on appelle ça Pochette. Voilà, et puis une pochette qui était cachée dans un faux fond. Un faux fond, voilà, un fond. Et elle donnait aussi des médicaments, elle transportait des médicaments pour aider les gens, voilà. Mais enfin, elle n'était pas associée à un groupe de résistance, on savait qu'elle était là et de temps en temps, on lui demandait son aide. Alors, et je sais une chose, c'est qu'elle n'a pas participé à la rafle du Veldiv parce que sa chef, qui savait qu'elle était juive et qu'elle avait de faux papiers, lui avait dit « Tu ne viens pas, parce que des gens pourront te reconnaître. » Bravo, bravo. Voilà, et donc, alors, elle m'a jamais donné le nom de cette supérieure. C'est dommage. C'est dommage. Dommage. C'est la seule chose où, par exemple, le fait que l'on retrouve des Napoléons en or dans le jardin de ma grand-mère, ça, c'est une amie. Non, mais ça, c'est une histoire de fou. Et c'était vrai? Oui, c'est une amie à ma mère en Israël. Elle avait raconté ça à une amie à elle en Israël, et cette amie me l'a raconté après le décès de mes parents. Je dis, mais attends, tu rigoles? Elle me dit, non, 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 ta mère m'a raconté ça. Et en fin de compte, toutes les questions que j'ai posées à droite, à gauche, des gens qui ont connu mes parents, à chaque fois, ils m'apportaient une petite réponse, une petite anecdote. Voilà. Oui, ils vous enrichissaient d'une anecdote. Voilà, tout à fait. Ouais. En tout cas, bravo, parce que c'est un roman, je tiens à persister à dire que c'est un roman qui est très, très agréable à lire. La pagination est belle. Je rappelle, Horizon perdu de Béatrice Alpern-Boucris. On pourrait en parler encore pendant très longtemps. Merci Béatrice. Merci à vous en tout cas. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.